Salut Emmanuel, Salut. merci d'avoir accepté mon invitation. Emmanuel, tu es député européen, membre de la Gauche unie européenne. Tu es candidat sur la liste qui est emmenée par Léon Desfontaines. Léon Desfontaines qui est membre du Parti communiste. Toi, tu n'es pas membre du Parti communiste, mais tu es sur Non, cette ligne de rassemblement de la gauche. Mais enfin, bon, toutes les listes se veulent des rassemblements, tu vois, et vont un peu au-delà d'elles-mêmes. Il n'y a pas que des communistes quoi, sur la liste de c'est Léon sûr. Desfontaines. Toi, c'est la troisième fois que tu te présentes aux élections européennes. Tu l'avais fait une première fois en tant que socialiste en 2014, tu avais été élu. Tu l'as fait une deuxième fois en 2019 en tant qu'insoumis, et tu avais été élu. Là, tu le fais en tant que communiste. Je ne sais pas si tu seras élu. Pour l'instant, la liste de Léon est créditée de moins de 5% dans les sondages. Euh, quelle évolution tu notes entre les trois campagnes que tu as faites? Qu'est-ce qui a changé dans la façon dont les Français et les Françaises, parce que c'est principalement eux que tu rencontres dans ta campagne, est-ce que leur regard a changé voilà, au fur et à mesure de ces trois élections? Non, je dirais pas ça. Il y a toujours une défiance par rapport à l'Union européenne qui est palpable, notamment dans les classes populaires. Ça, c'est incontestable. Il y a toujours une forme de circonspection par rapport au fonctionnement de l'Europe, qui est perçue comme compliquée, opaque, avec parfois des doutes. Ce qui est étonnant, c'est que 20 ans après 2005, je sens toujours une sorte de blessure, même chez des gens qui ont voté oui, hein, qui comprennent pas pourquoi, alors même qu'on leur avait demandé leur avis sur l'Europe en 2005, il n'a pas été pris en compte. Et ça, cette forfaiture démocratique qu'on peut tous regretter, je trouve que ça reste une plaie à vif. Après, quand on regarde les rapports de force, évidemment, ce qui est le plus inquiétant, ce qui surprend le plus, c'est une sorte de montée quasi irrépressible des extrêmes droites, parce que moi, je suis souvent en contact avec les collègues d'autres pays, hein. La France n'est pas isolée, même si l'on en croit les sondages, la crainte, c'est quand même un raz-de-marée d'extrême droite, hein, qui est aujourd'hui crédité de près de 40% si on additionne les deux listes. C'est un peu partout pareil, et donc je pense que il y a évidemment pour la gauche une obligation de se poser la question à la fois de comment on fait pour infléchir le cours de la construction européenne, parce que moi je suis persuadé qu'une des raisons de la montée de l'extrême droite, c'est évidemment les politiques libérales qui défigurent les pays, quoi, hein. Mais aussi comment on fait pour lutter efficacement face à l'extrême droite. Et pour l'instant, force est de constater que on n'a pas la solution magique. Alors après, il y a, moi j'aime beaucoup ce que fait Léon, notamment sur les plateaux télé, qui essaye de démasquer l'extrême droite en montrant que même s'ils se prétendent des défenseurs de la classe ouvrière, ils votent systématiquement contre les intérêts des travailleurs. Et ça c'est vrai, on le vérifie à l'Assemblée comme au Parlement européen. Au Parlement européen, ils votent systématiquement, par exemple, contre tous les textes sur l'égalité salariale, femmes-hommes, hein. Ça c'est un sujet concret. À l'Assemblée, ils refusent d'indexer les salaires sur l'inflation, ils votent contre les prix planchers pour les agriculteurs. Tout ça, on le sait, mais pour l'instant, je trouve que on est encore tâtonnant, là où on a une extrême droite qui est vraiment triomphante, alors même qu'elle dit pas grand-chose, voire rien. Parce que moi, ce qui me stupéfie dans cette campagne, et c'est vrai encore dans les autres pays européens, mais c'est particulièrement vrai en France, c'est que dès que tu as Bardella sur un débat, une fois passé la morgue et l'arrogance, il y a rien, quoi. Il y a du vide, il y a des idées générales, mais qui sont archi rebattues et qui sont souvent très éloignées de la réalité vécue des gens. Et pourtant, il y a cet engouement qu'il faut absolument enrayer. C'est tout l'enjeu de cette campagne, hein. Je pense que, donc en fait, pour résumer, moi ce que je sens, c'est qu'il y a à la fois une fuite en avant de certains partisans de l'Union européenne qui n'ont pas tiré les leçons de 2005 et qui nous expliquent que l'élargissement, c'est bon, c'est acté, le saut fédéral, c'est bon, c'est acté. Enfin, le dernier discours de von der Leyen devant nous, c'était stupéfiant de ce point de vue-là, comme si on n'allait pas demander leur avis au peuple. Et puis de l'autre, il y a cette progression de l'extrême droite qui est terrifiante et qu'il nous faut absolument prendre au sérieux. Voilà. Donc finalement,
c'était déjà en germe en 2014, hein, puisque je sais pas si tu te souviens, mais il y avait eu un score significatif, hein, Oui, ça va. des fachos, mais les choses n'ont pas été résolues, en grande partie aussi parce que l'Union européenne répond pas aux problèmes des gens. Ouais. On a eu un petit espoir, hein, au moment du Covid, je sais pas si tu te souviens, On plan de nous a dit relance. l'avenir sera écologiste, sera de gauche, etc. Parce que là, c'est bon, c'est reparti, tu vas. Il disait pas de gauche, mais disons qu'il y avait une prise de conscience que les politiques d'austérité budgétaire, ça marchait pas. Il y avait une prise de conscience qu'il fallait relocaliser une partie des activités parce qu'on était dans un continent qui était même plus capable de fabriquer du Doliprane. Ça a duré un an ou deux, et puis là, c'est vraiment business as usual. Moi, ce que j'ai senti, mais quasi physiquement au Parlement européen en 2020, fin 2022, début 2023, c'était qu'on retournait aux affaires comme d'habitude, avec en plus cette espèce d'alliance entre la droite, les libéraux et une grosse partie des sociaux-démocrates qui faisait comme si rien ne s'était passé. Et je pense que ça joue aussi. Il y a une sorte d'effet déceptif pour les gens qui ont envie de croire à l'Europe, parce que je pense qu'ils croient à la solidarité, ils croient à la coopération entre les peuples d'Europe, mais évidemment qu'ils supportent plus la concurrence, la compétition et les conséquences que ça a concrètement. Alors, c'est intéressant parce que quand je t'ai demandé ce qui avait changé, tu m'as dit, oh, bah, pour les Français, pas grand-chose, que toi, en gros, depuis 2005, tu notes une constance, en fait, dans les déceptions et les attentes des Français et des Françaises. En revanche, toi, tu as changé. Tu as changé de crèmerie, quoi. À gauche, Ah, mais socialiste. j'ai pas changé les lignes. T'as pas changé de ligne, mais C'est ça justement, qui compte. non, mais c'est ça que j'ai envie que tu m'expliques, c'est qu'est-ce qui fait que bah, t'es passé du Parti socialiste à la France insoumise au Parti communiste français. Enfin, t'es pas au Parti communiste français, Non, mais d'ailleurs, t'étais pas non plus vraiment à la France insoumise. Mais enfin, non. tu te mets dans leur voilà, dans leur trajectoire, dans leur sillon. Est-ce que c'est parce que tu considères que aujourd'hui, Léon Desfontaines et le Parti communiste français sont les plus susceptibles de développer les meilleurs outils pour lutter contre l'extrême droite, comme tu le disais tout à l'heure. En tout cas, il y a une intuition, alors qui n'est pas spécifique que à Fabien Roussel et à Léon Desfontaines. On peut le retrouver chez d'autres leaders de gauche, un petit peu au PS, un peu Ruffin, qui considèrent que la gauche peut pas se satisfaire de faire 30% tout compris, et qu'il y a une obsession qui est celle de rattraper les classes populaires qui ont fui la gauche. Et après, cette intuition, elle se double de propositions qui est il faut tout faire pour remettre les questions économiques et sociales au cœur du débat. Voilà. Moi, en fait, ça a toujours été ma ligne parce qu'en effet, comme tu dis, je me suis pas allié toujours avec les mêmes. Moi, j'ai été longtemps militant du Parti socialiste, hein, plus de 20 ans. Puis alors, le quinquennat Hollande m'a achevé, mais comme beaucoup d'électeurs. Hein. Mais moi, voilà, c'est une gauche qui se veut républicaine, sociale, laïque, très attachée à notre mission historique qui est la redistribution des richesses. Bon, on a fait un pas de deux avec les Insoumis, mais il y a eu de la déception, il y a eu des désaccords. Et puis, il faut reconnaître que le Mélenchon de 2017, qui était un peu flamboyant, mais qui était aussi rassembleur, bah, c'est pas le même qu'aujourd'hui, quoi. Voilà, il y a eu de la déception, il y a eu des désaccords. Et moi, après, c'est simple, hein, je regarde qui est-ce qui est le plus proche de ma ligne politique. Bah, le plus proche de ma ligne politique aujourd'hui, c'est Roussel. Je dis pas que je suis d'accord sur tout, mais je dis que ses intuitions et les propositions, ça correspond à peu près à ce que je pense. Et voilà, donc ce qui est marrant, c'est que C'est-à-dire, généralement les gens constatent que je n'ai pas changé d'avis depuis plus de 15 ans, et parfois ils me le reprochent, comme si c'était une preuve d'archaïsme, par exemple. Moi, j'ai quand même l'impression que la ligne à laquelle je suis attaché, qui a été incarnée un moment à gauche et puis qu'il est un peu moins, c'est celle qui peut nous faire justement passer le cap entre les 30 et puis les 50%, parce que moi, je désespère pas de gouverner. Pour moi, si on milite, c'est aussi un moment pour exercer le pouvoir. Et j'ai le sentiment que parfois, on va dire, c'est pas la principale préoccupation de certains camarades. oui, mais là, en fait, il y a quand même un petit paradoxe, c'est que tu viens du Parti socialiste à un moment où le Parti socialiste était dominant, ou quasi dominant, ou co-dominant, on va dire, dans le paysage politique français. Puis tu es passé à la France insoumise, qui n'est pas capable d'aller au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et maintenant, tu te retrouves avec le Parti communiste qui va faire moins de 5% aux élections européennes. Donc, Ouais, tu vois ce d'abord, que je faut veux pas dire? préjuger du résultat, hein. Non, non, mais bien sûr, Euh, mais et ensuite, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de semer les graines pour l'avenir, parce que encore une fois, hein, je pense que si le centre de gravité de la gauche se déplace pas, de toute façon, on reste dans l'opposition à perpétuité. Donc, moi, encore une fois, je suis à l'aise dans mes baskets et à l'aise avec mes idées. Mmh. Et cette obsession d'aller arracher
les classes populaires à l'extrême droite et la mienne depuis plus de 10 ans. Je défendais déjà cette ligne au Parti socialiste, hein. Ouais. Et bon, mais alors c'était le moment où les sociaux-démocrates ou sociaux-libéraux avaient mis quand même la main sur à la fois sur le parti et puis surtout sur le gouvernement. Ouais. Et la déception avait été terrible, cuisante. Bon, ça avait été pour moi une déchirure de quitter un parti dans lequel j'avais milité aussi longtemps, mais j'avais l'impression que c'était plus possible, en tout cas pour moi, de convaincre dans un parti qui était complètement rabougri. Voilà. Alors je vois qu'aujourd'hui l'enthousiasme revient, mais je les mets en garde parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on fait 14 ou 15% que pour autant la partie est gagnée. Au contraire, hein, vous verrez le 9 juin, il y aura pas plein d'appels qui vont fleurir sur la recomposition de la gauche. Ça, on sait déjà que ça va avoir lieu, mais s'il n'y a pas une réflexion préalable sur les thématiques qu'il faut mettre en avant et la vision de la société qu'il faut défendre, bah ça marchera pas plus. Est-ce que toi, tu es inquiet, comme certains à gauche, et je pense notamment du côté de la France insoumise, du retour du hollandisme, sachant que tout à l'heure, tu m'as dit que genre, le quinquennat Hollande avait terminé, avait achevé ton divorce avec le Parti Hmm. socialiste. Est-ce que tu vois dans la potentialité des 15% de Raphaël Glucksmann le risque d'un retour à ces années-là? En tout cas, il y a Hollande. Hollande s'agite beaucoup parce que lui, il croit toujours en sa chance et surtout, il pense que c'est le retour de la ligne qu'il avait préconisée, c'est-à-dire une ligne en réalité social-libérale. Moi, je pense qu'il se plante. Je pense d'ailleurs que pour être honnête, Glucksmann n'est pas totalement sur la ligne de Hollande. En revanche, Assez d'accord. sur les questions européennes, moi, j'ai un vrai désaccord avec Raphaël. Un désaccord de fond, c'est-à-dire que je considère pas que, au nom de la solidarité avec l'Ukraine, il faille élargir l'Union européenne à des pays comme la Moldavie, la Géorgie, les Balkans, parce que ça va créer une situation de dumping social insensé. Je considère pas non plus, et ça c'est quand même un désaccord de fond qu'on avait en partie tranché en 2005. Je considère pas qu'il faille un saut fédéral qui aboutirait à lever le veto pour les États membres sur tous les sujets, notamment sur la diplomatie et la défense, parce que compte tenu de la période politique qu'on vit, je pense que ça serait une absurdité avec le centre de gravité en plus de l'Europe qui se déplace à l'Est, hein, donc très atlantiste, très libéral. Et puis surtout, moi j'ai été au sein du groupe social-démocrate au Parlement européen, je sais ce que c'est-à-dire en fait la recherche systématique de désaccords avec la droite qui aboutit à ce que là, ils aient voté l'austérité budgétaire. On n'en parle pas assez dans cette campagne, mais peut-être le fait majeur, c'est le retour à ce qu'ils appellent la rigueur, et moi que j'appelle l'austérité, qui se traduit concrètement en France, par exemple, avec l'ineffable Bruno Le Maire, qui vient nous expliquer qu'il faut faire 10 milliards d'économies cette année, 12 l'année prochaine, et 50 à l'horizon 2027. C'est-à-dire concrètement des coupes drastiques dans les services publics, dans les budgets sociaux. Ça, c'est une politique que je combats résolument, mais la social-démocratie l'accompagne. Voilà pourquoi, dans cette campagne, je pense que il faut quand même voter pour une gauche de combat et de rupture, y compris qu'il y ait une vision eurocritique, eurovigilante, ça a toujours été la mienne, mais je crois que c'est plus que jamais nécessaire. Alors, c'est intéressant parce que j'ai aussi entendu Léon Desfontaines dans son interview qu'il a donnée à Mediapart parler de cette question du veto européen sur enfin, la levée enfin, de l'unanimité en gros sur les questions de défense et de diplomatie. Voilà, son opposition à ça. Tu redis la même chose. Mais ensuite, Léon a été un peu flou en fait sur la question de la hiérarchie en fait des normes en gros de l'endroit où tu situes la norme européenne par rapport à la norme nationale. Et en gros, Léon semblait sous-entendre que bah, parfois il faudrait faire primer en fait cette norme nationale, que c'était plus important, alors que par, enfin, je veux dire, il y a une querelle, il y a un conflit entre ces hiérarchies. Toi, est-ce que tu penses que le dernier mot doit revenir au législateur national ou que le Parlement ou enfin l'Union européenne, on va dire Parlement compris, hein, puisque c'est que une des institutions de l'Union européenne, hein, le Parlement européen, doit avoir le dernier mot et est finalement un producteur de normes suprêmes. C'est un super débat à la fois juridique et politique que j'avais chaque année avec mes étudiants en droit constitutionnel. Alors, je pense qu'il pointe du doigt, Léon, un sujet qui est majeur,
qui est que pour certains juristes, alors à la fois en France et puis surtout pour la Cour de justice de l'Union européenne, le droit communautaire prime de facto sur la constitution des États membres. Et là, il y a quand même un sacré sujet. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que tous les européistes favorables à cette suprématie oublient qu'il y a un grand État membre dans lequel on a une Cour constitutionnelle qui résiste, qui est la Cour de Karlsruhe en Allemagne, qui à plusieurs reprises a dit dans des décisions majeures que il ne reconnaissait pas la supériorité du droit communautaire sur la Constitution. Bah, c'est mon cas aussi. Après, pour le reste, si on rentre un peu plus bas dans la hiérarchie des normes, moi, ce qui m'embête, si tu veux, c'est que euh, tant qu'il y a des directives, les directives, c'est donc un texte européen qui va avoir une validation d'un Parlement d'un État membre. Ça, moi, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que c'est les assemblées nationales qui transposent le texte européen en tenant compte de la situation de l'État membre. Et donc, il y a un filtre, on va dire, parlementaire. Là où c'est plus gênant, c'est que au Parlement européen, depuis, on va dire, une quinzaine d'années, le nombre de directives baisse et augmente le nombre de règlements. Or, c'est quoi les règlements? Ce sont des textes décidés au niveau européen qui s'appliquent immédiatement et de façon uniforme dans tous les États de l'Union. Là, il y a aussi un vrai souci démocratique. Donc, en fait, c'est ces deux choses, je pense, que Desfontaines met en avant. C'est à la fois la problématique de textes européens qui seraient supérieurs, y compris aux textes constitutionnels, et puis l'inflation des règlements au détriment des directives, c'est-à-dire le fait de contourner les assemblées des États membres. Bah, ça c'est un vrai débat, hein, que les fédéralistes, évidemment, bah, j'entendais ailleurs, mais c'est vrai pour Glucksmann, eux, ils assument. Ils assument que, dans tous les cas, le droit communautaire doit primer sur le droit national. Bah, moi, je suis pas d'accord. Mais en fait, on peut imaginer aussi, parce que c'est aussi, enfin, c'est aussi la proposition de Léon, hein, si j'ai bien compris, c'est de baisser le pouvoir de la Commission européenne et de donner vraiment le pouvoir au Conseil et au Parlement européen. Ah bah ça, bon, ça c'est un autre problème qui est peut-être le Non, plus parce que ça pourrait important. résoudre, en fait, ça résout partiellement la question de la souveraineté populaire, tu vois. Et alors en C'est-à-dire fait, que il y a deux la choses à mon Commission, c'est avis. un Il y a, outil. il y a deux choses, il y a deux choses qui règlent le problème. D'abord, un, aujourd'hui, au moment où on se parle, le Parlement européen n'a pas l'initiative des lois. Voilà. C'est quand même bizarre pour une assemblée, avec des représentants du peuple, parce que qu'on le veuille ou non, c'est la seule assemblée vraiment démocratique puisqu'élue par le peuple. Donc ça, c'est une revendication majeure. Il faut que le Parlement européen ait l'initiative des lois. Le deuxième problème, qui est plus un problème français, qui est lié aux institutions de la Ve République, et moi qui m'a toujours frappé dans les négociations à Bruxelles, c'est que quand le chancelier allemand il vient négocier à Bruxelles, on ne le sait pas, mais il a un mandat du Bundestag. C'est-à-dire qu'en fait, Madame Merkel, je me souviens, à plusieurs reprises, arrive en disant, bah voilà, l'état de la négociation, moi je peux pas aller plus loin parce que le Bundestag m'a donné son mandat et que quand je reviens en Allemagne, à Berlin, il va en plus me donner son aval. Le président de la République française, sous la Ve République, il se moque totalement de la vie de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et donc il arrive en disant, bah de toute façon c'est moi le meilleur, je négocie. Et qu'est-ce qui arrive? C'est vrai depuis Sarkozy, en fait, même avant, hein, bah à chaque fois on capitule. Donc il y a un double problème démocratique, à la fois au niveau européen, il faut que le Parlement ait l'initiative des lois, mais au niveau français aussi, il faut que l'Assemblée nationale, notamment, participe davantage aux négociations européennes. Elle ne le fait pas, elle est complètement mise à l'écart. Enfin, je veux dire, alors c'est pas bon. Moi, j'étais toujours hostile aux institutions de la cinquième, je le suis toujours autant. Hein, mais enfin, c'est quand même un vrai problème démocratique. C'est qu'on a quasiment aucun pouvoir donné à l'Assemblée pour contrôler les textes, au point que aujourd'hui, tu as dans les transpositions de directives, par exemple, ça prend très peu de temps, ça passe à toute allure, et on a le même problème. On a eu le même problème sur les traités de libre-échange. Hein, ceux qui sont de nature mixte, parce que aujourd'hui, il y a deux types de traités de libre-échange. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais il y a une partie des traités où il faut une double ratification. Ratification au Parlement européen, ratification dans les assemblées. Et tu as des situations ubuesques, comme par exemple le CETA, traité de libre-échange avec le Canada, qui a été voté au Parlement il y a 7 ans, et où les pouvoirs publics ne le soumettaient toujours pas à l'Assemblée et au Sénat. Il a fallu d'ailleurs que le groupe communiste, il y a quelques semaines, fasse voter une résolution au Sénat
pour demander à ce que le CETA ne s'applique plus, pour que le sujet revienne Ah, dans le débat public. il y avait Malte qui l'avait rejeté, mais ils avaient dit, oh, Malte, c'est pas très grave, on s'en Non, fout. c'est Chypre. C'est Non, c'est Chypre, Chypre. pardon. Une autre Et c'est île. Chypre pour une histoire de fromage, parce qu'il y a le fromage national chypriote qui n'était pas considéré comme une AOP dans le cadre du CETA, Non, et mais donc voilà. ils avaient voté contre. Et Mais ce comme que je c'est trouve Chypre, ils génial, s'en c'est que foutaient, genre la quoi. commission a fait, oh bon, on s'en fout, on l'applique quand même. Oui, bien sûr. Chypre, c'est sur le côté. Ah non, mais le problème, de toute façon, c'est évidemment la Commission a un pouvoir totalement exorbitant aujourd'hui, alors même que c'est pas une institution démocratique, puisque là, pour le coup, ce sont des gens qui sont nommés et qui ont toujours un peu le même profil idéologique. Parce que bon, moi, je veux bien croire que les commissaires sociaux-démocrates soient profondément plus progressistes que les commissaires du PPE. Bon, la vérité et l'expérience prouvent le contraire. Tu vois, quand les socialistes disent, avec notre Spitzenkandidat Nicolas Schmitt, on va tout changer, le gars, il a été ministre au Luxembourg pendant des années, je suis pas sûr que c'est lui qui va faire exploser le secret fiscal au Luxembourg. Hein. Ouais. J'ai une autre question, enfin, une dernière série de questions. Euh, Toi, tout à l'heure, tu l'as dit, ton identité politique, tu vois, elle t'est propre. D'ailleurs, quand je suis allé lire des articles sur toi tout à l'heure pour préparer l'interview, tu vois, il y en a qui disent, ouais, ouais, il n'est pas vraiment socialiste, pas vraiment machin, il est genre morélien ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, il y a des journalistes qui ont créé un substantif juste pour définir ton identité politique. Euh, Ma question, c'est est-ce que aujourd'hui, sur cette liste de Léon Desfontaines, est-ce que tu te sens bien dans ta singularité? Je te dis ça parce que c'est un enjeu qui est particulièrement important en ce moment à gauche, où on voit que les différentes sensibilités de la gauche, qu'elles soient socialistes, écologistes, communistes ou insoumises, n'arrivent pas à s'entendre. C'est-à-dire que tout le monde dit, moi j'ai raison, toi t'as tort. Range-toi derrière moi, genre, etc. Enfin, globalement, on est plutôt avec une gauche avec différentes forces qui sont centripète que centrifuge. Toi, est-ce que tu considères que là, sur ta liste, il y a la possibilité d'exprimer ta sensibilité particulière par rapport à le sillon communiste qui est quand même majoritaire sur ta liste, parce que d'abord emmené par Léon Desfontaines. Oui, alors bon, déjà, moi, j'ai toujours été un homme qui doute et un homme qui aime la nuance. Donc, et c'est ça ma singularité, la seule. Après, euh, on va dire la tradition historique dont je me revendique, elle n'est pas très originale. C'est Jaurès, c'est la République sociale et laïque, et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là à gauche. Je me sens très très bien sur cette liste. D'abord parce que Roussel, il m'a pris comme j'étais. Hein. Il n'essaye pas de me faire devenir communiste. Il y a peu de chance. Il sait que j'ai toujours été un militant socialiste, attaché justement à la tradition du socialisme démocratique français. Mais ma principale fierté sur cette liste, outre le fait que je suis respecté et écouté, bon, ça fait du bien, hein, c'est aussi l'ancrage dans le monde du travail, parce que on a quand même sur la liste, le tiers de la liste, c'est des militants syndicaux. Dans tous les secteurs professionnels, ça va des métallos à l'automobile, en passant par la santé, l'éduc, la fonction publique. Et tu vois, moi, je trouve que c'est particulièrement gratifiant pour moi de me retrouver sur une estrade avec, par exemple, Manon Ovion, qui était la leader des Verts Baudets, qui a mené un combat de 84 jours pour obtenir une augmentation de 100 euros de salaire parce que c'était essentiellement des femmes de Verbaudet qui gagnaient 1300 balles par mois. Ça, j'avoue que pour moi, à chaque fois, c'est une grande fierté. Et d'ailleurs, à Marseille, on a eu un meeting qui était vraiment, bon, un meeting plein de ferveur, hein, comme souvent à Marseille. Et j'étais très ému de voir tous ces militants syndicaux qui tous étaient porteurs d'un combat, de lutte, qui étaient là avec nous pour essayer de faire triompher nos idées. Donc non seulement je me sens bien, mais en plus, alors je pense que tous les candidats disent la même chose. Hein, la campagne, elle se passe plutôt bien. Les meetings sont pleins, dans les porte-à-porte. Alors bon, il y a beaucoup de gens qui me disent mais on viendra voter au deuxième tour. Ça c'est quand même un peu le problème. Mais pour autant, il y a quand même une réception qui est correcte, surtout quand on parle des sujets concrets, facture d'électricité, pension, retraite. Après, je trouve aussi que les gens subissent la violence des temps. Par exemple, on sous-estime hein, ce qui vient d'être fait sur l'assurance chômage, hein, l'annonce d'une troisième réforme de Paratal qui explique qu'on va réduire la durée d'indemnisation des chômeurs et que ça va inciter les gens à travailler. Moi, je vois bien à quel point les gens reçoivent ça avec brutalité. Il y a quelque chose de cruel, en fait, dans tous ces argumentaires culpabilisateurs et stigmatisants
Et je vois bien, de toute façon, une campagne, ça a aussi cet avantage-là, c'est sentir l'état de la société. Et on a quand même beaucoup de plaies à vif. Et ce qu'il faut pas faire, c'est verser du sel dessus. Il y a Bon. beaucoup de fractures françaises. Et je sens quand même, et c'est peut-être quelque chose que la gauche doit prendre en compte, hein, un besoin de concorde, un besoin de se relaxer par rapport à la dureté des temps, la violence, l'outrance. Et ça, je le sens particulièrement dans les classes populaires. Bon. J'ai une dernière question, Emmanuel, parce que tu zigzags un peu, mais sur la Oui, question. bon, bah voilà, c'est comme ça, on Non, non, discute non, à non, mais bâton je rompu. sais. J'essaie de Non, répondre aux mais questions quand même. je te pose donc ma dernière question, c'est sur cette gauche qui aujourd'hui, à la veille des élections européennes, paraît tellement fragmentée, paraît tellement pleine d'animosité, les sensibilités à l'égard des autres sensibilités, où ils passent leur temps en fait à s'envoyer des noms d'oiseaux. Est-ce que tu arrives à envisager pour l'après 9 juin la possibilité d'une réconciliation, d'un destin commun, d'une dynamique ensemble? Ah bah oui, sans problème. Enfin, de toute façon, bon, il y a quand même des listes qui sont plus spécialistes de l'anathème que d'autres, hein. Et Mhm. heureusement, moi, je trouve quand même que majoritairement, on a des dirigeants de gauche qui sont à peu près responsables. Je dis majoritairement, hein. Bien sûr que, de toute façon, le destin commun, il est là. Après, ce qui est important, c'est sur quelle ligne idéologique on pense que la gauche peut se reconstruire. C'est ça qui va être l'enjeu aussi dans la préparation de l'élection présidentielle de 2027, enfin surtout des législatives, parce que la première chose qu'on devrait se promettre entre nous, c'est d'arrêter le crétinisme présidentiel. Enfin, on voit bien que la Cinquième République a été faite contre la gauche. D'ailleurs, c'est contre notre ADN de délibération collective, hein, et la première des choses à faire, c'est quand même se promettre d'en finir avec ces institutions et donc d'adhérer alors, je ne sais pas s'il faut dire la Sixième République, mais en tout cas un projet de réforme majeure des institutions, parce que sinon, bah, vous avez la personnalisation à outrance et cette espèce de course de petits chevaux qui est pénible, quoi. Mhm. Donc ça fait partie quand même du débat. Mais pour le reste, moi, je ne pense pas qu'il y ait le moindre problème à se parler, à dialoguer, à construire ensemble. Et tu verras d'ailleurs que la plupart se retrouveront tranquillement au municipal pour mener des listes communes, hein. Bon, mais là, le Donc, problème, en fait, c'est quand tu dis ça, c'est quand tu dis certains, mais pas tous, la plupart, tu vois, enfin, la question, en fait, qui est sur toutes les lèvres, c'est est-ce que, genre, dans le périmètre de ce rassemblement, on doit en exclure certains socialistes, Carole Delga, etc., veulent réunir en excluant la France insoumise, la direction de la France insoumise autour de Jean-Luc Mélenchon. La direction de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon et compagnie, ils veulent rassembler en excluant les socialistes, version Carole Delga, etc. Donc, est-ce que, au bout d'un moment, est-ce que tu crois qu'on va pouvoir, au bout d'un moment, rassembler tout le monde? Est-ce que c'est un objectif? Ou est-ce qu'il faut s'en foutre complètement et imaginer qu'il va y avoir des dynamiques qui vont, genre, pouvoir repartir nonobstant en fait ces inimitiés qui sont pas que des inimitiés, hein, il y a aussi des sujets de fond hein, derrière ces oppositions. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, je sais pas en fait sur quelle base, tu vois, on peut repartir. Mais mais par définition, un objectif de rassemblement, on le fait sans exclusive, parce que sinon, c'est pas du rassemblement. Après, il y a des on n'est pas questions d'accord avec politiques. ça. Hein. Il y a évidemment des lignes politiques qui sont parfois contradictoires et divergentes. Bah, soit on essaye de mettre en avant ce qui converge, soit on fait chacun bande à part. Mais enfin, dans l'histoire de la gauche, tu veux, des rassemblements entre des gens qui pensaient pas la même chose, voire qui étaient violemment opposés sur certains sujets, on connaît. Hein. Ouais. Le Front populaire entre un radical de gauche de 1936 et un communiste, bon, il y avait quand même beaucoup de différences. Donc, de toute façon, le rassemblement de la gauche, ça doit rester un objectif permanent. On ne peut pas se satisfaire de la pulvérisation ou l'éparpillement de la gauche française, surtout quand on a en face de nous quand même une extrême droite qui est très forte. Bon, voilà. Après, ce qui est évident, c'est se poser la question sur la bonne ligne et les bonnes propositions qui vont nous permettre de rassembler pas seulement les gens de gauche, mais la majorité des Français. C'est pour ça que je dis, moi, il faut en revenir à chaque fois aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est une gauche qui est populaire, sociale, écolo, féministe, républicaine, laïque. Pour moi, ça fait partie des choses qui permettent de gagner.
Mais évidemment, le chemin est long, hein. Et la pente est raide, comme dirait l'autre. Eh ben, on suivra ça avec attention. Merci beaucoup, Emmanuel, et Merci à bonnes toi. élections le 9 juin prochain. Merci.